Bonjour, chers étudiantes et étudiants du droit section française S1 pour le module langue et terminologie juridique. On est le 2 janvier 2021, donc aujourd'hui c'est le deuxième cours. Mais on fait un récapitulatif dans lequel on a déterminé et défini les concepts, le concept du droit dans sa définition, et puis on a défini le droit objectif qui est le droit au fait en premier lieu, qui est un ensemble de règles destinées à organiser la vie en société. À cet ensemble, on applique l'expression droit objectif. Donc le droit objectif, il s'agit de délimiter la part de liberté et de continuer et de contrainte de chacun. Il faudrait peut-être définir ce qui est permis ou pas pour que la vie sociale soit possible. La société établit des règles destinées à régir son fonctionnement par voie de conséquence, à organiser les relations des personnes qui la composent. Donc, le droit objectif est constitué par l'ensemble de ces règles juridiques, et lorsqu'on étudie la règle du droit objectif, cela signifie qu'on prend en considération la règle de droit en elle-même et pour elle-même, abstraction faite de tout son contenu. On envisage donc ce qui est commun à toutes les règles juridiques, ses caractères, ses classifications, ses ressources, son domaine d'application, etc. Par contre, les droits subjectifs, on va se dire peut-être qu'il y a une contradiction entre le droit objectif et le droit subjectif. Mais le mot droit a une seconde signification. Le droit objectif, en effet, reconnaît des prérogatives aux individus. Et comme on l'avait dit dans le premier cours, ces prérogatives sont des droits subjectifs dont les individus peuvent aussi se prévaloir dans leurs relations avec les autres. Il ne faut pas perdre de vue que le droit a pour but d'organiser la vie en société, donc de régir des personnes qu'on appelle sujets de droit. Dans ce second sens, le droit est envisagé de façon plus concrète et particulière. Et on examine, dans ce sens, les droits d'une personne ou dont une personne est titulaire, les prérogatives individuelles que les personnes ont vocation à puiser dans le corps des règles constituées ou de règles constituées pour le droit objectif. Le droit, pris dans son sens subjectif, désigne alors une prérogative accordée à telle ou telle personne. Il s'agit par exemple du droit de propriété, du droit de vote, du droit de grève, du droit d'exercer l'autorité parentale sur ses enfants, etc. C'est un droit subjectif qu'on envisage lorsqu'on affirme l'expression « j'ai le droit de faire telle et telle chose en vertu de ma qualité de parent ou de propriétaire », mais d'une norme de droit objectif qu'on parle de condamner quelqu'un à réparer un dommage en vertu de l'article 1382 du Code civil. Ces deux significations du mot droit ne s'opposent pas, comme je l'ai dit au début. Elles sont au contraire complémentaires. Ce sont deux façons différentes d'envisager le même phénomène. Les deux face d'un même miroir, le droit. Le droit objectif tend à déterminer les droits subjectifs des individus. Nous envisageons successivement le droit envisagé comme un ensemble de règles, c'est-à-dire, j'ouvre le guillemet, le droit objectif. Dans la première partie, et nous verrons dans une deuxième partie, le droit envisagé comme un ensemble de prérogatives, c'est-à-dire les droits
subjectifs, ou plus exactement ce qui constitue leur unité. Toutes les études universitaires tendent à une connaissance approfondie des différentes catégories des droits subjectifs. Donc, dans ce sens, on va voir cette opposition qui, dans le droit objectif, donne une apparente opposition entre le droit public et le droit privé. La distinction du droit privé et du droit public est classique. L'opposition n'est cependant pas absolue, puisqu'il existe des droits mixtes, comme je l'ai dit dans l'autre cours. Cette opposition entre le droit privé et le droit public ne doit pas être surévaluée dans la mesure où elle tend à masquer l'unité du droit. Il existe en effet une profonde unité de droit, du droit, lequel n'est que la traduction sous la forme d'un ensemble de règles, d'un projet politique global. Cela conduit beaucoup d'auteurs à dénier la distinction droit privé, droit public. La valeur d'une vraie summa divisio, cette distinction ne doit être envisagée que comme un instrument nécessaire de classification. Le droit privé. Le droit privé, comme je l'ai mentionné la première fois, est celui qui régit les rapports entre particuliers ou avec les collectivités privées, telles que les associations, les sociétés qui assurent prioritairement la sauvegarde des intérêts individuels. Le droit privé comprend, quant à lui, le droit civil et le droit commercial. Le droit civil occupe une place privilégiée, dans le sens où il a une valeur générale et donne les principes généraux. Le droit civil constitue le droit commun. Cela signifie qu'il s'applique en principe à tous les rapports de droit privé, sauf si un droit spécial a été édicté pour une manière déterminée. Cette fonction particulière s'explique par le fait que le droit civil est la branche la plus ancienne du droit. Le droit civil régit d'abord la famille en premier lieu. C'est un aspect, dans ces aspects extra-patrimoniaux, mariage, divorce, filiation, et aspects patrimoniaux, par exemple les régimes matrimoniaux, la succession, les libéralités, etc. Ensuite, la propriété et enfin le droit des obligations, contrats, responsabilités civiles et ainsi de suite. Les principales règles du droit civil sont regroupées dans le Code civil. Le droit civil forme, quant à lui, le tronc commun et des rameaux en ont été détachés. À savoir, le droit commercial. Le droit commercial, par exemple, il contient les règles dont l'application est réservée soit aux particuliers qui effectuent des actes de commerce, soit aux commerçants. Il régit donc aussi bien les sociétés constituées pour la réalisation d'opérations commerciales que le fonds de commerce du simple commerçant ou encore des actes de commerce et l'ensemble des actes accomplis par un commerçant dans l'exercice et pour les besoins de son commerce. S'il a emprunté, par exemple, au droit civil un certain nombre de ces techniques, il s'en est détaché pour constituer un corps de règles adaptées à la vie des affaires, d'où le droit des affaires. Cette autonomie a commencé à se manifester avec les ordonnances de Colbert, par exemple, en France, sur le commerce de la terre en mars 1673 et sur la marine en 1681. Les règles du droit commercial sont principalement réunies dans un code de commerce promulgué en France en 1807, mais qui s'est avéré rapidement dépassé. Et là, je m'arrête pour reprendre tout de suite après.